11 600 000 euros, volés en plein jour, sans une seule arme, sans une seule goutte de sang. Et 11 jours plus tard, l'homme recherché dans 185 pays fait un choix que personne ne comprend, il revient de lui-même. Lyon, 5 novembre, 10 heures passées de quelques minutes. Un fourgon blindé roule dans le 8e arrondissement. Rien d'anormal. Un trajet parmi des milliers d'autres, sauf que cette fois l'homme au volant ne va pas terminer sa tournée. Personne ne le sait encore. Pas ses collègues, pas son employeur, pas la police. Dans quelques minutes, cet homme discret, employé depuis 10 ans par la même société, va disparaître avec l'une des sommes les plus importantes jamais dérobées sur le sol français. Alors qui est-il vraiment? Un voleur froid et calculateur? Ou un homme poussé à bout par des années de frustration? La réponse n'est pas si simple, et elle commence bien avant ce matin de novembre. Elle commence avec un fils d'immigrés serbes, devenu convoyeur de fonds presque par hasard. Tony Musulin naît en 1970, près de Grenoble. Son père a fui la Yougoslavie 15 ans plus tôt, électricien comme lui. Rien ne prédestine Tony à devenir l'homme le plus recherché de France. Rien sauf peut-être une chose. 10 années passées à observer en silence les failles d'un système qu'il connaît par cœur. Et ces failles, il va bientôt les exploiter. Pour comprendre ce qui va se passer ce 5 novembre, il faut d'abord comprendre l'homme. Tony Musulin grandit à Seynod, en Haute-Savoie avec un frère et une sœur. Son père, Vinko, est arrivé de Yougoslavie en 1965 à 22 ans. Sa mère, elle aussi d'origine serbe, quittera plus tard la famille pour s'installer en Nouvelle-Calédonie avec sa fille Lorraine. Un foyer éclaté, une enfance sans éclat particulier. Tony suit d'abord les traces de son père, électricien. Puis, à la fin des années 90, il change de voie. Il devient chauffeur-convoyeur de fonds pour la société Loomis, un métier de confiance. Un métier où l'on transporte chaque jour des sommes que l'on ne possédera jamais soi-même. Ce que peu de gens savent, c'est que Tony Musulin n'est pas un homme sans ressources. Il a fondé une société civile immobilière, à travers laquelle il possède un immeuble entier à Romans-sur-Isère, dans la Drôme. Le rez-de-chaussée est loué comme commerce. Un petit patrimoine construit patiemment. Et pourtant, ceux qui le côtoient décrivent un homme d'une économie presque extrême, discret, silencieux. Le genre de collègue dont on se souvient à peine, jusqu'au jour où son nom fait la une de tous les journaux du pays. 10 ans chez Loomis, 10 ans à apprendre chaque procédure, chaque protocole de sécurité, chaque faille. Et ces failles, un jour de novembre 2009, vont devenir une opportunité. Un salaire de 1 700 € par mois. C'est ce que touche Tony Musulin en transportant chaque jour des sommes qu'il ne gagnera jamais lui-même en plusieurs vies. Mais dans les mois qui précèdent le vol, quelque chose change. Tony Musulin vide ses comptes bancaires, 137 000 € retirés, une fortune pour un homme payé si peu. La majorité de cet argent provient de crédits contractés auprès de plusieurs banques différentes, presque simultanément. Il liquide son appartement, il efface un à un tous les liens qui pourraient le retenir. Pourquoi un homme prépare-t-il sa disparition avec autant de minutie? Parce qu'il ne s'agit pas d'un coup de tête. C'est un plan mûri depuis des mois, peut-être des années. Pendant ce temps, chez Loomis, les procédures de sécurité censées encadrer le transport de sommes colossales sont appliquées, selon les constats ultérieurs, avec une certaine souplesse. Une souplesse que Tony Musulin connaît, une souplesse qu'il attend. Le 5 novembre 2009, le fourgon charge une somme exceptionnelle à la Banque de France de Lyon. Selon le protocole interne, un montant pareil impose normalement un trajet direct vers le centre fort, sans arrêt intermédiaire. Mais un arrêt est prévu ce matin-là, dans le 8e arrondissement. Un arrêt de routine, comme des centaines d'autres avant lui. Sauf que cette fois, Tony Musulin va se retrouver seul au volant. Et il ne va pas laisser passer sa chance. 10 heures et quelques minutes. Didier et Philippe, les deux collègues de Tony Musulin, descendent du fourgon. Une opération de routine, récupérer de l'argent dans les locaux d'une entreprise cliente. Quelques minutes, pas plus. Ils l'ont fait des centaines de fois. Cette fois, ils ne reviendront pas à temps. Resté seul, Tony Musulin démarre le fourgon. Pas de précipitation, pas de cris. Juste un homme au volant d'un véhicule blindé qui s'éloigne calmement dans les rues de Lyon. À son bord, 47 sacs. Des billets de 5 à 500 €, 11 600 000 € au total. 2 kilomètres plus loin, rue de Montagny, il coupe le système de géolocalisation. Un geste précis, un geste qui à lui seul révèle tout. Ce n'était pas une impulsion, c'était un plan. Pendant ce temps, Didier et Philippe ressortent des locaux. Le fourgon a disparu, leurs collègues aussi. L'alerte est donnée presque immédiatement.
Mais il est déjà trop tard. Un véhicule utilitaire, un Renault Kangoo loué sous une fausse identité, attend Tony Mussulin non loin de là. En quelques minutes, sans témoin, il transfère les 47 sacs du fourgon vers le petit utilitaire, bien moins visible qu'un camion blindé aux couleurs de Lumi. Le fourgon vidé est abandonné sur place. 2 heures plus tard, il est retrouvé par les autorités, vide, système de localisation désactivé. La nouvelle éclate presque instantanément. Un convoyeur vient de disparaître avec l'une des sommes les plus importantes jamais volées en France. Sans armes, sans violence, sans un seul coup de feu. La presse française baptise l'affaire en quelques heures le casse du siècle. Mais ce qui va suivre dépasse largement le cadre d'un simple fait divers. En pleine crise financière mondiale, alors que des millions de Français peinent à joindre les deux bouts et regardent avec colère les excès du système bancaire, l'histoire de ce convoyeur discret qui a réussi à s'emparer de plusieurs millions sans faire couler une seule goutte de sang trouve un écho inattendu. Des pages de soutien apparaissent sur les réseaux sociaux, alors en pleine expansion. Certains le comparent à un Robin des Bois modernes, d'autres s'assaillent humainement son sang-froid, indépendamment de la légalité de son geste. Un homme seul contre un système, c'est l'image qui se dessine dans l'opinion publique, presque en temps réel. Ce soutien populaire n'est pas anecdotique. Il transforme une affaire de vol en un véritable phénomène de société, largement relayé par la presse de l'époque. Pendant ce temps, l'enquête progresse. Les policiers découvrent que Tony Mussulin avait vidé ses comptes dans les semaines précédant le vol. Un signal qui, rétrospectivement, aurait dû alerter tout le monde. Mais pour l'instant, une seule question compte vraiment. Où est-il? Et surtout, où est l'argent? 2 jours après le vol, un tournant décisif survient. Des témoins alertent la police au sujet d'un box de stockage loué près de Lyon, sous une fausse identité. Les enquêteurs s'y précipitent. Ce qu'ils trouvent va relancer toute l'affaire et révéler un mystère qui, aujourd'hui encore, reste entier. 9 100 000 € en liquide, entassés dans un box loué sous un faux nom, avec le véhicule utilitaire ayant servi au transfert. Une découverte majeure. Mais un problème immédiat saute aux yeux des enquêteurs. Sur les 11 600 000 € dérobés, il manque encore 2 500 000 €. Cette somme ne sera jamais retrouvée. Interrogé bien plus tard, Tony Mussulin affirmera simplement avoir laissé cet argent dans le véhicule, avec le reste, sans autre explication, sans jamais changer de version, quelle que soit la pression exercée par les enquêteurs. Alors, que sont devenus ces 2,5 millions d'euros, cachés ailleurs, dans un lieu que lui seul connaît, récupérés par une tierce personne restée dans l'ombre, jamais identifiée, ou perdus, tout simplement, dans la confusion des premiers jours de cavale? À ce jour, personne ne le sait. Le dossier reste, sur ce point précis, définitivement clos sans réponse. Pendant que cette question demeure sans réponse, la traque, elle, s'intensifie. Interpol diffuse un avis de recherche dans 185 pays. Les enquêteurs pensent que Tony Mussulin a pu fuir vers la Serbie, pays d'origine de sa famille paternelle, un territoire où il pourrait compter sur des appuis familiaux. Une chasse à l'homme internationale se met en place, mobilisant des moyens considérables. Mais la réalité de sa cavale va s'avérer bien plus surprenante et bien plus modeste que n'importe quel scénario imaginé par la police. Pendant que la police internationale mobilise des moyens considérables, Tony Mussulin, lui, fait quelque chose d'inattendu. Il ne fuit pas vers un pays sans extradition. Il ne rejoint pas de réseau criminel organisé. Il se déplace à moto et en train à travers l'Italie, Naples, Rome. Il se nourrit, selon ses propres mots lors du procès, de simples pâtes italiennes. Sans complice identifié, sans plan de fuite sophistiqué. Un homme seul avec une partie d'une fortune colossale qui visite 2 villes italiennes comme n'importe quel touriste. Et c'est peut-être ça le plus troublant dans cette histoire. Un homme sans réseau, sans organisation, qui a réussi à échapper à Interpol pendant 11 jours entiers alors que tout un pays le recherchait activement. 11 jours, puis sans prévenir personne, il prend une décision que même son avocat qualifiera plus tard de responsable. Il rentre. Le 16 novembre 2009, Tony Mussulin revient d'Italie à moto. Avant de se rendre, il s'arrête. Il entre dans l'église Sainte-Dévote, à Monaco. Il s'y recueille longuement, seul, dans un moment que rien ne laissait présager. Puis il efface la carte mémoire du système de localisation. Et il se présente de lui-même au commissariat de Monaco. Pourquoi ce geste ? Pourquoi choisir de renoncer à sa liberté alors qu'il aurait pu, peut-être, disparaître pour de bon ? Face aux enquêteurs de la police judiciaire, Tony Mussulin reste étonnamment silencieux.
Il reconnaît sans détour avoir détourné le fourgon blindé. Mais sur le sort des 2 500 000 € manquants, il ne dira rien de plus qu'une seule phrase. Il affirme ne rien savoir. Son avocat, lui, tente d'expliquer ce retour volontaire. Selon ses mots, Tony Mussulin est un homme responsable, qui a commis un délit, non un crime, et qui a choisi d'assumer ses responsabilités plutôt que de fuir indéfiniment. Il est mis en examen, incarcéré à la prison de Lyon-Corba, placé à l'isolement. 11 jours de traque internationale viennent de s'achever en quelques minutes, dans un commissariat de Monaco. Mais pour Tony Mussulin, tout commence à peine. Le procès, lui, va tout changer et révéler une version des faits que personne n'attendait. Devant le tribunal correctionnel de Lyon, en mai 2010, il présente son geste non pas comme un simple vol, mais comme une vengeance. Une vengeance envers un employeur qu'il juge injuste, des erreurs répétées sur ses fiches de paie, des fourgons défectueux, des congés refusés pendant des années. Loumi dément fermement chacune de ces accusations, point par point. Le verdict tombe le 11 mai 2010. 3 ans de prison ferme, 45 000 € d'amende, pour vol sans violence et tentative d'escroquerie à l'assurance. Une accusation liée à une fausse déclaration de vol de véhicule antérieur aux faits. Une peine jugée trop clémente par le parquet, qui fait immédiatement appel. Le 2 novembre 2010, la sentence tombe à nouveau, plus lourde cette fois, 5 ans de prison. Tony Mussulin conteste. Il porte l'affaire jusqu'à la plus haute juridiction du pays, la Cour de cassation. Le 13 juin 2012, la réponse est définitive. Tous ses pourvois sont rejetés. Sa condamnation ne peut plus être contestée par aucune voie de recours. Depuis novembre 2009, il purge sa peine à la prison de Lyon-Corba. À la mi-mars 2013, il est transféré à la prison de la Santé à Paris, dans une cellule particulière, sur décision de l'administration centrale. Là encore, Tony Mussulin surprend. Il refuse une libération conditionnelle sous bracelet électronique, un choix presque aussi inattendu que sa reddition volontaire 3 ans plus tôt. Il préfère purger l'intégralité de sa peine, derrière les barreaux, jusqu'au bout, sans négociation ni raccourci. Le 29 septembre 2013, Tony Mussulin sort de prison, sa peine est totalement purgée, aucune remise, aucune libération anticipée. Un homme entre libre presque 4 ans après avoir tenté de disparaître avec une fortune. Mais l'histoire, elle, continue de vivre au-delà des murs de la prison. L'affaire Tony Mussulin va inspirer un livre, puis un film sorti en 2013, dans lequel l'acteur François Cluzet incarne ce convoyeur devenu, malgré lui, l'un des personnages les plus singuliers de la criminalité française contemporaine. Un homme ordinaire, transformé en symbole populaire, en pleine crise financière, simplement parce qu'il a réussi ce que beaucoup, en silence, auraient peut-être rêvé de faire. Défier un système, sans violence, sans jamais blesser personne. Mais toutes les questions n'ont pas trouvé de réponse. 2 500 000 €. Disparu depuis 2009. Jamais retrouvé malgré des années d'enquête, un procès complet et des recours jusqu'à la plus haute juridiction française. Quelque part, cet argent existe peut-être encore. Caché, dépensé ou simplement perdu dans la confusion de 11 jours de cavale. Et l'homme qui sait peut-être où il se trouve n'a jamais changé sa version. Tony Mussulin reste, aujourd'hui encore, l'un des seuls voleurs de l'histoire criminelle française à s'être rendu de son plein gré, après avoir réussi ce que la plupart des braqueurs ne réussissent jamais, disparaître complètement pendant 11 jours, aux yeux d'Interpol et de 185 pays. Pourquoi est-il revenu? La justice a entendu sa version. L'opinion publique a choisi son camp. Mais la vraie réponse, celle qui explique pourquoi un homme renonce à la liberté après avoir tout risqué pour l'obtenir, restera peut-être à jamais un mystère.